Bonjour, je reviens avec Joël Thomas qui nous a parlé la semaine dernière des 7 clés, sa méthode. Alors, je vais lui demander de résumer et j'ai hâte qu'elle raconte ses histoires. C'est tellement intéressant. Alors, je vous la présente. Bonjour Joël, c'est à ton tour. Bonjour Diane. La première clé, c'est la présence totale. La seconde clé, c'est la rencontre. La troisième clé, c'est le non-jugement. La quatrième clé, c'est l'échange. La cinquième clé, c'est la reformulation. La sixième clé, c'est l'identité affective. Et la septième clé, c'est l'accompagnement du deuil. Voilà, et on a élaboré sur ces différentes clés-là la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté puis que ça vous intéresse, allez chez YouTube, CTRB. Alors voilà. Alors, des belles histoires. Oui. Donc, par rapport à première clé, la présence, mais disons que toutes ces clés sont nécessaires pour pouvoir avoir cette communication de cœur à cœur et d'âme à âme. Là maintenant, et donc par rapport à ce monsieur, c'est sûr qu'il y avait la présence et il y avait beaucoup plus. Oh, il y avait plus qu'une clé, là. Je vais dire que là, quand je parlais d'un exemple par clé, c'est pour se focaliser sur un aspect de la rencontre, mais toutes les clés sont nécessaires pour faciliter la communication, le langage du cœur. D'accord, oui. Et donc, au niveau de cette présence totale, là, je rencontrais une dame qui habitait encore avec son mari. Son mari était ébéniste et il avait son atelier dans la prolongation de sa maison, ce qui lui permettait de continuer à travailler tout en venant voir continuellement si son épouse avait besoin de quelque chose. Et donc, son épouse était malade, elle avait la maladie d'Alzheimer et il m'a demandé de venir la rencontrer parce qu'il était perdu, il ne savait plus comment s'en occuper. Alors que ce monsieur était plein d'amour et je voyais bien qu'il faisait un maximum pour son épouse, il y avait des clés qu'il n'utilisait pas, qu'il n'avait pas intégrées. Et donc, je commence par cette première clé de présence totale. Et donc, j'étais juste présente à moi-même et je sentais dans cette présence à moi-même, je sentais énormément d'amour qui allait vers cette dame. Cette dame était très agitée, elle ne parlait plus et elle bougeait continuellement, elle ne restait pas assise et je lui avais dit bonjour, je m'appelle Joël et ça me fait plaisir de vous rencontrer, mais elle était vraiment dans son monde et manifestement, il n'y avait pas de rencontre qui avait eu lieu. Mais par cette présence, elle s'est sentie à un moment donné plus calme, elle est venue près de moi, puis elle s'est assise, puis elle m'a regardée. Je voyais qu'elle devenait présente à elle-même. Ton attitude sûrement l'a aidée. Oui. Tu devais être calme et puis elle a eu envie d'être près de toi. Oui, elle a senti le vivant, le fait que j'étais bien en contact à l'intérieur de moi. Je n'étais pas assise en train de me dire après ça, il ne faut pas que j'oublie, je dois aller chercher un tel au judo, puis l'autre, après ça, il faut que je fasse les courses pour le repas, puis non, je n'étais pas en train de penser à mes enfants ou à mes... Non, j'étais vraiment dans la présence qui était toute orientée vers elle. Et elle l'a senti et du coup, ça l'a apaisée. Et puis par la suite, nous avons pu communiquer de cœur à cœur, juste parce que elle avait l'envie de me rencontrer.
Hein, c'est pas moi qui prenais l'initiative, je l'accompagnais dans ses initiatives. D'accord. Et donc, j'ai bien remarqué que c'était cette intensité de présence qui, pleine d'amour, qui était plus importante que de faire des choses. Et donc j'invite vraiment les gens quand ils disent oui mais moi qu'est-ce que je vais dire, je ne sais pas quoi faire parce que de toute façon il est plus capable, de toute façon il ne comprend rien ou elle comprend rien ou elle est plus capable. Soyez pas dans votre mental, ça c'est toutes les critiques, c'est tout le mental. Allez sentir dans votre cœur. Vous avez envie d'être bien avec la personne, eh bien vivez ça. Je suis bien parce que je suis près d'elle et j'ai vraiment envie d'être près d'elle. Et elle va le sentir. Même si au départ, elle peut être toute agitée, à un moment donné, cette longueur d'onde va réveiller cette présence à ce niveau-là chez cette personne. Et à ce moment-là, elle va sentir que ça fait du bien de s'habiter et de ne pas se chercher dans sa tête, là où elle est perdue. Alors, donc, pour finir, cette dame même a recommencé à parler. Donc, c'était vraiment... son mari me disait, je n'en revenais pas parce que elle se regardait dans le miroir et elle arrangeait ses cheveux et bon, elle voulait se faire belle et puis elle disait mon nom. Et donc, il y avait vraiment le fait qu'elle s'habitait plus, elle reconnectait aussi des capacités qu'elle avait perdues par la peur de sa maladie, par la peur de se tromper, Oui. Est-ce que son mari a appris ton attitude? Est-ce qu'il a changé sa façon de faire avec sa femme? Oui, en fait, il s'est rendu compte que ça demandait quand même du temps aussi. Oui. Et que c'est à ce niveau-là qu'il avait le plus besoin de changer. C'est prendre le temps de passer du faire à l'être. C'est vraiment ce déclic qui est nécessaire. Oublier le faire et juste être. Et une fois que la priorité est donnée à l'être, mais nous pouvons accompagner la personne dans le faire. D'accord. Alors là, la relation, grâce à toi, a été meilleure et puis c'était plus vivable, hein, parce que l'inquiétude tout le temps, ça ronge. Oui. Oui. OK. Oui. Ça fait que donc, c'est une belle histoire, celle-là. En as-tu une autre? Oui, mais par rapport à la rencontre, donc, la deuxième clé, je vous dis, hein, les 7 clés sont importantes, mais je mets l'accent plus sur l'une ou sur l'autre avec les histoires. Et donc, là, il s'agissait d'une personne qui se couchait tout le temps par terre, et dans le corridor. Ah, oui. Dans une résidence. Mais du coup, le personnel s'est dit, elle a envie d'être couchée, on va la conduire à sa chambre, la coucher sur son lit. Mais alors, elle mettait tout en dessous, elle ne restait pas couchée. Du coup, ils ont dit, on va mettre un transat pour qu'elle soit couchée dans le salon. Elle se levait, puis elle allait se coucher dans le corridor. Et donc, le personnel était... je vais dire aussi perdu que la personne, en sachant plus quoi faire. Et ils m'ont demandé d'intervenir. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai vu la personne couchée par terre. Et ce que mon intuition me dit, parce que c'est vraiment... La première clé, présence totale à soi, c'est pour être guidé par notre petite voix intérieure, par notre intuition. Ça, c'est très important. Parce que je peux vous donner des exemples et puis vous allez les retenir et puis les faire. Et en les faisant, vous allez dire, ça ne marche pas. Parce que ce n'était pas ça qui était adéquat à ce moment-là. C'est important de suivre votre intuition. Là, à ce niveau-là, c'est toujours la vérité. C'est toujours ce qui est important. Ah, oui. Et donc...
mon intuition m'a poussée à me coucher par terre à côté d'elle. Et donc, je me suis couchée par terre. Elle avait le regard tourné dans un sens. Et moi, je voyais son dos parce que je ne pouvais pas me coucher de l'autre côté. Donc, mais elle a senti ma présence. Et alors, elle a relevé la tête, elle l'a tournée et nous nous sommes vus. Elle m'a regardé, nos regards se sont rencontrés. Donc, c'est vraiment, il y a eu une harmonisation de ma part. Je l'ai rejointe dans son monde. Et nous avons pu nous rencontrer. Et une fois que la rencontre a eu lieu, nous avons pu échanger. D'abord, le fait que j'ai vu passer le chariot avec les repas, je me suis assise et j'ai demandé pour pouvoir avoir une assiette que j'ai mise par terre, étant donné que je savais que ça faisait plusieurs jours qu'elle ne mangeait pas. C'était une personne donc qui était arrivée depuis quelques jours et elle refusait de manger, elle se couchait par terre, donc elle refusait d'être à cette résidence. Et c'est de cette façon-là qu'elle le manifestait. Et donc, en fait, elle refusait pas d'être à cette résidence, elle refusait le changement qu'elle vivait dans sa vie. Oui, oui. Et donc, je me suis assise et j'ai demandé une assiette, et alors elle s'est assise. Et puis, j'ai pris une cuillère, j'ai demandé aussi 2 cuillères, et j'ai pris une cuillère, et puis elle a pris la cuillère, et elle a pris dans l'assiette, et elle a mangé. Puis moi aussi, j'ai mangé. Et puis à un moment donné, elle me dit « Hé, regarde les autres, ils sont à table, on y va ?» Donc elle qui ne parlait plus, qui ne mangeait pas, qui se couchait tout le temps par terre, le fait qu'il y ait eu cette rencontre, grâce d'abord à la présence, elle a pu, je veux dire, sortir de son mutisme, de sa prostration, de son état, enfermée en elle-même. Et après ça, elle a pu même communiquer avec d'autres résidents en disant, quand il y avait des activités de peinture ou quoi, « Oh, choisis une couleur, viens m'aider, viens. » Bon. Donc vraiment, la rencontre était très importante pour débloquer. Et ça, c'est très souvent. Très, très, très souvent. Moi, la question qui me vient, c'est l'entourage. Quand ils t'ont vu par terre, ils ont dû être estomaqués de voir l'attitude. Est-ce qu'ils t'en ont parlé après? Oui, alors, justement, pendant que j'étais couchée à terre, la sous-directrice est passée. Oh boy! Et puis, elle s'est exclamée haut et fort, c'est psychologue, ça a fait 5 ans d'université et ça se couche par terre. Wow! Donc, en fait... ça t'a pas influencé? Non, c'est ça. Là, j'ai vraiment laissé aller, pas retenir le jugement de l'autre, laisser couler, comme un nuage noir qui passe. Puis j'attends, enfin, je laisse aller, j'en tiens pas compte. Et donc, par après, en voyant le résultat, mais elle n'en revenait pas. Et puis tous les membres du personnel, que ce soit les personnes qui venaient pour apporter le repas, que ce soit des aides-soignantes, des infirmières, tout le personnel qui était là dans le salon ou la salle à manger, et puis qui avait entendu le cri de la réprobation de la sous-directrice, et puis qui ont vu le changement de la personne, ils se sont rendus compte, waouh! Il faut savoir oser. Oui. Et la rencontre est magique grâce à l'harmonisation. J'ai beaucoup d'exemples par rapport à ça. Des personnes qui vraiment se sont révélées une fois que la rencontre a eu lieu. Alors que avant ça, elles étaient tout à fait fermées. Et donc... quelle belle ouverture! C'est important. Oui. Ouais. Alors, Joëlle, la prochaine histoire, je suis toute oui. Alors, donc là, j'ai déjà parlé de
des 4 premières clés, hein, la clé du non-jugement aussi. J'ai une autre histoire qui manifeste aussi l'importance de ces clés-là, et puis de l'échange, et puis de l'accompagnement là où la personne se trouve. Il s'agit d'un monsieur qui vivait avec son épouse, et à un moment donné, son épouse n'était plus capable de s'occuper de lui, elle était trop fatiguée, et donc elle a décidé de le conduire à la résidence, et elle était là avec lui, et tous les jours, elle venait passer ses journées à la résidence. Et donc, après quelques jours, alors que ce monsieur s'est complètement fermé, donc il ne parlait plus, il ne voulait pas manger, il ne marchait plus. Et donc, il était dans une chaise avec une table devant lui, et je le rencontre et je lui dis « Bonjour monsieur, je m'appelle Joël, j'aimerais vous rencontrer ». Mais il était complètement prostré, il y avait juste sa main qui tapait sur la table, fort, très fort. C'était la seule partie de lui qui montrait qu'il était vivant. Oui. Et donc me rendant compte que avec ma voix, mon désir, ça ne suffisait pas pour le rencontrer. J'étais voir, donc à l'intérieur de moi, ma petite voix intérieure me poussait à rapprocher ma chaise auprès de lui, auprès de la table aussi, puis taper sur la table avec lui. Et donc j'ai tapé avec la même force sur la table. Et là, tu l'as après imité? Un moment, en fait, c'est intéressant que tu parles d'imiter, parce qu'il s'agit pas d'imiter. C'est très différent d'être avec et d'imiter. Parce que là on joue un tour là, si on l'imite. Oui, si on l'imite, il peut mal le prendre. Oui. Il peut se sentir... parce que quand on l'imite, on est dans notre tête. Oui. C'est notre mental qui dit, il fait comme ça, tu fais comme ça. Et il le ressent. Oui, et à ce moment-là, ça éveille le mental chez lui. Et il se sent comme critiqué, jugé, ou il se moque de moi, ou enfin bon, disons que même si il n'a plus la capacité d'avoir cette réflexion-là, il y a un malaise dans son mental. Oui, d'accord. Alors que quand je me laisse guider par mon intuition, à ce moment-là, c'est vraiment... je suis avec lui et je suis en train de le rejoindre dans son monde. Et je sens que mon bras est la prolongation de mon cœur et le geste que mon intuition me pousse à faire. Et mon intuition me pousse à taper avec la même force. Et donc, je fais ça, alors que ce n'est pas du tout dans mon caractère. Mais c'est ça que... C'est plus fort que moi, dans le sens que c'est mon intuition qui me guide là. Oui. Et donc, je suis vraiment dans le rencontrer dans son monde. Et du coup, il a arrêté de taper. Après 5-6 fois où nous avons tapé tous les deux, il a arrêté de taper. Ça fait que j'ai arrêté de taper aussi. Et là, ce qui me venait en moi, c'était de tourner ma main. Et il a tourné sa main. Et sa main était rouge d'avoir tapé déjà. Parce que moi, en fait, j'étais pas là les jours avant, mais là, il avait déjà tapé pas mal. Et ce jour-là, déjà beaucoup aussi. Et donc, ce que mon intuition m'a poussé à dire, c'est « Elle est rouge, votre main. Est-ce qu'elle a mal? » Parce qu'au fond, toute son identité était dans cette main. Et donc, lui, il était avec la tête complètement abaissée. Et à ce moment-là, quand je lui ai dit « Elle est rouge, votre main, est-ce qu'elle a mal ?» Il a levé sa tête et il m'a regardé. Et donc là, on se rencontrait. Et donc, pour moi, ça voulait dire oui. Et mon intuition m'a poussé à souffler sur sa main. Pendant bien 5 minutes, 10 minutes, j'ai soufflé sur sa main. Et puis ce monsieur, quand les repas sont arrivés, il a mangé. Et puis,
l'après-midi, quand sa femme dit on va encore essayer de marcher, il remarchait. Il a vraiment récupéré, et les jours suivants, ils partaient ensemble se promener dans le parc, dans le jardin, puis ils revenaient, puis ce monsieur acceptait d'être habillé. On n'avait même plus besoin de mettre la table devant parce que quand il ne marchait plus, il se laissait tomber. Et donc là, on mettait une table pour pas qu'il tombe. Là, tu as réveillé quelque chose en lui. Tu lui as permis d'être présent. Oui, d'être présent à lui. Alors que avant ça, c'est comme si il était juste présent dans cette main, mais il n'était plus présent dans son fort intérieur. Il n'était plus. C'est comme s'il avait quitté son corps, sauf que son corps manifestait qu'il était encore vivant. D'accord. Mais là, il s'est réapproprié. Il est revenu vraiment présent dans son fort intérieur. Et là, il a récupéré confiance en lui. Et il a senti qu'il était quelqu'un, puis qu'il a eu aussi confiance dans cette nouvelle vie qui commençait là. Puis, enfin, vraiment, ça lui a permis de récupérer des capacités qu'il avait, mais le traumatisme les avait bloqués. Donc, dans la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies avec une dégénérescence cognitive, il y a aussi le stress qui influence et des traumatismes qui peuvent remonter. Ce monsieur-là, c'est un monsieur qui avait été dans les camps de concentration. Ah oui. Donc, il avait vécu de très gros traumatismes et c'était vraiment, bon, pas fréquent les personnes qui en sont sorties. Et donc, ce monsieur en était sorti, mais voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il peut y avoir des anciens traumatismes aussi qui remontent. D'accord. Oui. Et voilà. Alors, par rapport au deuil, j'aimerais vous parler donner aussi l'un ou l'autre exemple. D'abord, de faire confiance aux personnes, parce qu'elles, même si elles ne savent plus dans leur tête, elles gardent le flair du cœur et elles savent intuitivement. Et donc, par exemple, une personne qui avait perdu sa fille, mais qui ne le savait pas parce que sa petite fille voulait la protéger, elle avait trop peur que sa grand-mère décède. Mais elle l'a montré, elle a changé de comportement. Et elle pleurait, elle voulait plus manger ou très peu, elle cognait sa tête contre le mur. Et puis, quand une semaine plus tard, on a su que la fille de cette dame était décédée, mais on a fait le lien entre le changement de comportement et le décès de sa fille. Donc, même si nous ne le savions pas, même si la petite fille ne l'avait pas dit non plus à sa grand-mère, cette dame savait que sa fille était décédée. Wow. Et donc, c'est quand je l'ai accompagnée par rapport au deuil de sa fille qu'elle a pu pleurer dans mes bras et dire « je sais ». Puis elle a pu vivre un deuil plus respectueux d'elle. Elle se tapait plus la tête contre le mur. Quand elle avait besoin de câlins, de pleurer, elle venait en demander. Elle remangeait un peu mieux. Enfin voilà, il y avait vraiment un changement d'attitude. Donc, elle savait inconsciemment Oui. que sa fille était morte. Oui. Sauf qu'elle aurait aimé qu'on lui dise. En lui disant, on était à ce moment-là dans l'attitude de quelque chose qui confirme ce qu'elle ressent. Alors que sinon, on a une attitude comme si tout est tout à fait normal, il n'y a rien qui s'est passé. Ça fait que c'est incohérent pour elle. Elle ressent qu'il y a une perte, quelque chose d'énorme pour elle. Et puis
puis en même temps, tout est tout à fait comme toujours autour d'elle. Il y avait une incohérence. Oui. Et donc, une fois que c'est devenu cohérent, parce que quand on le dit avec des mots, même si elle ne comprend pas tous les mots, notre cœur ressent aussi cette tristesse pour cette dame, avec empathie, et puis par rapport aussi à la fille, la petite fille donc, qui était traumatisée par le décès de sa maman avant sa grand-mère et qui avait tellement peur de perdre sa grand-mère, dont elle s'occupait énormément parce que sa maman, ça faisait un temps qu'elle était malade. Donc voilà, enfin c'est très subtil tout ça, hein? Oui. C'est tout... c'est très subtil. un autre monde. Oui, oui. Ouais. Oui. Et comment y accéder? Parce qu'on est beaucoup plus rationnel, on est beaucoup dans comprendre, de vouloir faire les choses, dans l'analyse, mais d'aller juste dans le cœur, comme tu le dis, être juste au niveau du senti. Quelle différence! C'est ça qu'on a à apprendre maintenant, je pense. Oui, oui, tout à fait. Et là, je veux dire, le cœur dit la vérité. Oui. Alors que le mental, il organise en fonction de ce qu'on connaît déjà. C'est des pieux mensonges qu'on disait. Oui, hein? Bien souvent, bien souvent. Et puis en plus, ce qu'on connaît déjà, nous, on y a encore accès, mais la personne malade n'y a plus accès. Ce qui fait qu'elle peut changer de goût, elle peut vraiment être une autre personne. Oui. Et grâce à cette communication au niveau de l'identité affective, il y a des familles qui ont dit, vraiment, je rencontre une facette de mon parent que je ne connaissais pas. Oui. Dont une fille qui a dit, avec la maladie, j'ai perdu un père, mais j'ai gagné un papa. Oui. Parce qu'elle disait, il était tellement dans l'intellect. C'est un homme très brillant qui ne montrait pas son affection, sa tendresse. Donc, c'est grâce à la maladie qu'il a pu se laisser, et nous l'avons aussi guidé aller vers le ressenti. Sentez, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on ne doit pas décider pour vous. Vous le sentez, qu'est-ce qui fait oui ou qu'est-ce qui fait non? Oui. Et donc, nous pouvons vous accompagner parce que vous voulez par exemple aller à votre chambre et vous ne savez plus où elle est, ou on va accompagner, ou des personnes qui veulent quitter chez elles ou à la résidence. Mais nous les accompagnons. En les accompagnant, ça leur permet de vivre ce qu'elles veulent jusqu'au bout et de vivre les conséquences. Et c'est extraordinaire. La mémoire cellulaire leur permet de se rendre compte, tiens, quand je me suis sentie mal, avec un témoin, parce que le témoin permet qu'elle ne reste pas dans son mental, mais qu'elle aille dans son ressenti. Hein, c'est toujours l'invitation, qu'est-ce que vous sentez? À ce moment-là, elle n'a plus envie de partir toute seule. Elle dit, je reste sur le balcon ou sur la galerie, mais je ne veux pas aller plus loin. J'ai lu dans ton livre une phrase qui m'a vraiment touchée, puis c'est vrai parce que je l'ai vécu aussi, c'est elles nous font, ces personnes-là, elles nous font rencontrer notre être profond. Donc, elles sont dans notre vie pour nous apprendre. Oui. Oui. Ça, c'est merveilleux, c'est vrai. On pense toujours qu'on leur rend service, mais c'est bien souvent elles qui nous rendent service. À aller voir autrement, sentir autrement. C'est merveilleux. Et ton livre en parle beaucoup. Et j'ai aimé beaucoup ça parce que ça me rejoignait. Et puis, je disais, mon Dieu, j'ai fait la bonne affaire. J'ai écouté mon intuition aussi. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais on n'ose pas. On est toujours dans la programmation, dans chercher le pourquoi et le comment. Et finalement, on se complique la vie. Il faut juste descendre un petit peu plus bas. Hein? Oui. As-tu une autre belle expérience? Avant de partir, une autre petite histoire? Une autre petite histoire? Une autre belle histoire. J'aime tellement ça. Puis il y en a plein, hein? Je vous invite à le lire. Je me disais que une histoire par rapport aux personnes qui veulent partir, je pense que c'est très fréquent aussi. On en parle beaucoup de ça, là. Oui. Et donc, c'est important pour ces personnes de pouvoir vivre
leur désir et d'être accompagnés et donc de partir avec elles, de sortir avec elles. Mais c'est pas nous qui montrons le chemin. C'est simplement, vous dites, voilà, j'entends que vous voulez rentrer à la maison, ou j'entends que vous voulez aller à tel endroit. Est-ce que je peux vous accompagner? Et puis, à ce moment-là, on part ensemble. Et je dis bien à la personne, moi, je vous suis, hein, c'est vous qui me guidez. Et puis, à un moment donné, la personne, elle dit, tout a changé ici, les maisons ne sont plus à la même place, ou, enfin, vraiment, elle manifeste qu'elle ne trouve pas, qu'elle ne reconnaît pas les endroits. Dans le cas de cette histoire-ci, la dame disait donc, ils ont changé toutes les maisons, puis je ne reconnais pas. Et simplement, je reformulais. Ils ont changé les maisons, vous ne reconnaissez pas. Puis me dit, mais non, attendez, on va demander à un monsieur. Ah oui, on va demander à un monsieur. J'entends que vous voulez demander à un monsieur. Et puis alors, elle voyait une grande affiche et il faut traverser, on traverse. Puis, mais non, ce monsieur, je ne pense pas qu'il parle. Parce que c'est un monsieur sur l'affiche, et donc je ne pense pas qu'il parle. Je dis, vous ne pensez pas qu'il parle? Non, elle dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis alors, commence à être plus nerveuse et je dis, comment vous vous sentez là? Mais ça va pas, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais plus quoi faire. Et oui, j'entends ça, vous ne savez plus quoi faire. Oui. Et puis à un moment donné, elle dit, aidez-moi. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut l'aider. C'est seulement quand la personne le demande. Parce qu'elle a alors vraiment enregistré dans toutes les cellules de son corps que là, elle était paniquée, qu'elle était perdue, qu'elle ne savait plus quoi faire. Et là, elle me demande de l'aider. Donc là, je peux l'aider. Alors je dis, oui, je peux vous aider, je peux vous conduire là où vous habitez maintenant. Là, vous avez votre chambre. Et, oh oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et donc, on retourne à la résidence. Et au moment où on passe la galerie pour rentrer dans la résidence, elle reconnaît des personnes. Et là, elle sent vraiment tout son corps qui... elle est soulagée. Et donc, je la conduis. Oui, elle reconnaît là, elle se sent en sécurité, elle reconnaît des personnes. Et donc, je la reconduis jusqu'à sa chambre. Et comme ça arrive, parfois que les personnes veulent quitter, rentrer chez elles une deuxième fois, je retourne le lendemain et je vais la voir. Et puis elle me dit, « Oh, je veux partir, je veux rencontrer mes amis. » Et je dis, « D'accord, je peux vous accompagner. » Oui, oui, oui. Et puis alors, on arrive au niveau de la barrière entre la galerie et la rue. Et non, elle me dit, je ne veux pas aller plus loin. Non, non, j'ai peur. Oh, j'ai peur parce qu'on va se perdre. On va s'asseoir ici. Et puis, le personnel de la résidence a dit, depuis ce moment-là, elle va dans la galerie et elle ne part plus jamais. Et donc, avant, il fallait qu'elle reste dans sa chambre, parce que sinon, quand elle allait à la galerie, sur la galerie, elle partait. Et là, maintenant, plus jamais. Ah. Et donc, c'est arrivé très souvent, beaucoup de personnes, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui voulaient partir. Puis j'ai conseillé aussi à d'autres de le faire, et il y a des personnes qui l'ont fait en se laissant vraiment guider de l'intérieur. Et qui ont dit, ah oui, c'est incroyable, ça marche. Et depuis, la personne, elle ne veut plus partir, sauf si, éventuellement, on est avec elle. Et puis, il y a même une personne qui disait, oui, d'accord, je veux bien aller chez toi, à ta maison, à son fils. Mais tu me ramènes chez moi, hein, tu me ramènes chez moi. Et elle montrait ici. Alors que, avant ça, elle voulait toujours partir pour rentrer chez elle. Mais c'est... même des personnes qui habitent chez elles veulent partir. C'est bien de les accompagner. Puis à un moment donné, elles se rendent compte, ah ben non,
je suis pas bien, là, ça va pas, je sais pas où je veux aller, puis je trouve pas où je veux aller, et puis à un moment donné, elle demande de l'aide. Mais laissez-les attendre qu'elle demande de l'aide. Pas plus tôt. Et justement, les personnes pour qui ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'elles ont voulu trop vite compenser, aider la personne. Oui, mais elle n'était pas bien. Laissez-la sentir qu'elle n'est pas bien. Même si c'est difficile pour nous de la laisser sentir ça. Mais après ça, cette mémoire cellulaire va faire que, et mémoire émotionnelle, va faire qu'elle n'aura plus envie de partir, de s'enfuir toute seule, de fuguer, comme beaucoup de gens disent. Parce que beaucoup de personnes sont enfermées ou attachées parce qu'elles fuguent. C'est tellement triste et inhumain. Oui. Alors, prendre ce temps-là, de les accompagner, puis de leur permettre d'expérimenter qu'elles sont perdues. C'est arrivé qu'une fois, j'accompagne un monsieur, ça a duré 2 heures. Wow. Mais après ça, c'était fini. Oui. Et il était bien à la résidence. Oui, il vaut mieux prendre le temps, puis de choisir ce qui est le mieux pour la personne. Je me souviens, j'ai travaillé au CHSLD, j'ai fait du bénévolat, puis dans le département d'Alzheimer, mais j'avais eu ça avant. Mais j'ai fait mon possible. Mais une dame qui était très âgée, que j'avais massée pendant 4 ans, et un jour, elle m'a dit, elle m'appelait tout à l'heure, Madame, elle dit, je m'en retourne à la maison chez mon père. Et là, j'ai pensé que, vu qu'elle était très catholique, qu'elle allait mourir. Alors, j'ai dit, je vais vous souhaiter un beau voyage, puis bon retour. Mais j'aurais peut-être dû dire, je vais vous accompagner, ou... Non? Je pense que l'intuition, oui. Est le meilleur guide. Bon voyage, et puis je l'ai fait un câlin. Oui, et est-ce qu'elle a été bien avec ça? Oui. Donc, la réponse... Dans l'échange, c'est la réponse qui va nous dire où est la personne. Elle est partie le lendemain. Mais vous voyez, votre intuition était bonne. C'était pas nécessaire à ce moment-là, c'était pas la conduire, c'était pas l'accompagner dans une démarche de sortir. C'était lui souhaiter bon voyage. Ouais. Fais confiance à ton intuition. Diane. Oui. Et tu vois que la réponse, qu'est-ce qui s'est passé, montre que, en effet, ton intuition était bonne. Oui. Et si vous accompagnez quelqu'un et puis que la réponse montre que c'est pas du tout ça, ok, recentrez-vous, pas de culpabilité, pas chercher dans votre tête, allez à revenir et dire à votre intuition, guide-moi là, je pense que la personne, c'est pas ça qui lui convient là. Comme les bonbons tantôt, la semaine passée, le fameux bonbon que vous avez pris. Oui, je trouvais ça bien, mais c'est ça, c'est qu'on ne sait pas. C'est important, si jamais vous faites affaire avec des personnes qui ont des besoins, les personnes Alzheimer, je vous invite à acheter ce livre. Il est formidable, vraiment. J'avais lu ça avant, mais quand même, je me suis fiée à mon intuition, mais le naturel revient au galop, hein. Il faut faire attention. Oui, c'est une vigilance à avoir et c'est pour ça que je disais que ces personnes sont des maîtres pour nous. Écoute, ça a été formidable, Joëlle. J'ai beaucoup aimé ça. On va parler de où on peut se procurer le livre. Et puis, tu m'en donnes des nouvelles pour voir comment les gens vont répondre. Puis, je suis certaine qu'il y en a qui vont me téléphoner pour me raconter des histoires. J'adore écouter. Je vais en écouter d'autres histoires. Ils vont peut-être me demander s'ils ont bien fait. Là, je te les renvoie, par exemple. D'accord. OK, bienvenue. Bienvenue régulièrement. J'ai des personnes qui m'écrivent par le biais de mon site, poussent sur contact et puis m'écrivent ou ils me demandent un livre. Il y a l'endroit où vous pouvez aussi commander le livre. Il y a différentes façons de faire. Oui. Puis tu demandais où est-ce qu'on pouvait se le procurer autrement. Oui. Hein? Donc là, quand vous le commandez par le site, c'est moi qui vous l'envoie et donc j'offre les frais de poste. C'est le même prix que si vous l'achetez en librairie ou que si vous l'achetez à l'organisme aux couleurs de la vie à Joliette. Donc, c'est proche du Palais de Justice, là, sur la rue Saint-Joseph, ou à la Société Alzheimer Lanaudière à Joliette. Ils ont aussi un dépôt de livres. Ou bien au magasin de l'abbaye de Val-Notre-Dame. Donc, ça, c'est à Saint-Jean-de-Matha.
Et donc, je mettais aussi, donc toutes les librairies au Canada peuvent me commander le livre et ça prend le temps donc eux me le commandent, je leur envoie et puis après ça, ils l'ont alors en librairie pour le remettre à la personne qui a fait une réservation, une commande. Avec tous ces gens-là qui vont te poser des questions, il faudra écrire un deuxième livre et tu viendras nous en parler. C'est une demande fréquente. Oui. Je ne suis pas écrivain, disons, au départ, mais par contre, j'ai quand même beaucoup développé ça à travers d'une formation que je donne. Et puis, enfin voilà, c'est peut-être qu'un jour, j'aurai le temps, je prendrai le temps d'écrire un second livre, mais je ne m'engage pas encore. D'accord. Merci infiniment, Joëlle. C'était vraiment apprécié, votre présence. Merci, Diane. Merci beaucoup. Alors, on se laisse et on se revoit la semaine prochaine pour une autre invitation d'un personnage intéressant. À bientôt.